Je disais donc, Bruxelles, la Commission a donc publié ce matin ses nouvelles, ça doit être tous les 3 mois, je crois, quelque chose comme ça, ces nouvelles prévisions de croissance pour l'ensemble des pays de l'Union. Regardez comment relate l'AFP la chose. La Commission européenne a donc sensiblement relevé ses prévisions de croissance 2021 et 2022 pour la zone euro en raison de l'accélération de la vaccination et l'assouplissement des mesures de confinement dans ses prévisions publiées aujourd'hui. Selon Bruxelles, la croissance dans les 19 pays de l'eurozone devrait afficher une croissance de 4,3 cette année en moyenne et 4,4 l'année prochaine contre 3,8 et 3,8 dans sa précédente estimation en février. Donc il y a 3 mois. Donc voilà, la Commission, dans son petit tweet, elle a mis tous les petits drapeaux et tous les petits chiffres en face. Regardez, voilà, vous voyez rien, c'est pas grave. Je vais vous le dire effectivement. En tête, c'est l'Espagne, 5,9. La France est deuxième avec 5,7. On est dans les prévisions. L'Italie 4,2, comme la moyenne de l'Union européenne au milieu de ce tableau à 4,2. L'Allemagne 3,4 et puis en queue de tableau, les Pays-Bas à 2,3%. Ça réjouit le ministre de l'économie. Alors il était invité à la télévision ce matin juste avant, mais bon, il devait connaître les chiffres. Grâce au travail de fond, dit-il, fait depuis 4 ans pour que l'économie française soit puissante, c'est le discours du ministre, et grâce au soutien apporté depuis le début de la crise sanitaire, je suis convaincu que nous aurons un des chiffres de croissance les plus forts de la zone euro en 2021. Donc à date, c'est confirmé en tout cas par les prévisions de la Commission, puisque encore une fois, d'après ce tableau, la France aurait la deuxième croissance économique en 2021. J'ai écrit là en thème pourquoi la croissance rebondit fort. Est-ce que c'est juste parce qu'on a plus plongé l'année d'avant? Ou est-ce qu'il y a des mérites particuliers à ce rebond? Est-ce qu'il y a un effet, mécanique? On a été pas une des plus fortes, mais quand même plutôt dans le moins 8 et moins 8,2 en 2020 pour ce qui est de la décroissance donc, du PIB de la France. On rebondit très fortement. Est-ce que c'est juste un effet élastique entre guillemets, ou est-ce que le ministre a raison de dire que c'est depuis ses efforts depuis 4 ans et le soutien apporté aux entreprises dans la crise? Le fait est que j'avais envie de rebondir sur ce sujet en pointant tout d'abord, oui, l'effet rebond, l'effet élastique, le fait que la France affiche en prévision un taux de croissance significativement élevé en 2021 s'explique pour partie par le fait qu'en 2020, on a accusé l'une des chutes les plus importantes aussi de la zone euro. Donc il y a clairement un côté mécanique dans ce rebond, mais ça n'enlève rien, on va dire, à la bonne nouvelle. Le rebond, il est quand même... il faut toujours prendre les bonnes nouvelles quand elles arrivent. Je suis sûr que le chef d'entreprise sera d'accord. Il est quand même impressionnant. En plus, moi, j'aurais envie de penser que cette prévision de la Commission européenne est atteignable. Ma propre prévision est même un peu plus élevée, donc je pourrais presque dire que la Commission européenne pêche par excès de prudence. Sachant que le ministre, il avait revisé la sienne à la baisse. Il était à plus 6, il était passé à plus 5. À plus 5, tout il est toujours officiellement à plus 5, d'ailleurs, à Bercy, je crois. En lien, en fait, avec les nouvelles mesures de confinement dont on s'attendait à ce qu'elles impactent assez négativement l'activité en avril et dont il s'avère que l'impact n'est pas aussi négatif que ce qu'on pouvait craindre. Et on va dire dans la mécanique des chiffres derrière cette croissance annuelle attendue pour 2021, la possibilité d'avoir un chiffre plus élevé encore que celui attendu par la Commission européenne repose sur le deuxième trimestre. La Commission européenne aujourd'hui attend une légère contraction du PIB français, 0,4% après plus 0,4 au T1. Avril-mai-juin. Avril-mai-juin, c'est ça. Et ensuite, donc, un rebond fort au T3 et un peu moins fort au T4. Donc, tout ça, ça amène à 5,7. Mais imaginons que le T2 ne soit pas négatif comme l'anticipe la Commission européenne. Et moi, ça me paraît probable que le chiffre ne soit pas négatif. On pourrait avoir, en supposant que le reste de l'année, le second semestre... Et reviser les plus 6. Voilà, tout à fait. Qui était l'objectif. Pourquoi encore une fois, il y a l'effet mécanique. Quand on parle de mesures de soutien qui auraient leur part dans ce rebond, les mesures de soutien, elles étaient là en 2020. Donc pourquoi, avec plus ou moins les mêmes mesures de soutien, on a plutôt plus chuté que les autres en 2020 et on rebondirait plutôt plus en 2021 ? Alors, sur le rôle des mesures de soutien, je dirais donc en 2020, elles ont quand même contribué à amortir le choc. C'est vrai que ce n'est pas l'impression que ça donne avec une chute du PIB d'un peu plus de 8%, mais elles ont quand même contribué, pardonnez-moi l'expression, mais à limiter la casse. Et elles ont aussi, me semble-t-il, contribué à mettre en place les conditions de la reprise, en fait, en préservant du côté des ménages au niveau agrégé leurs revenus disponibles et du côté d'un grand nombre d'entreprises leur trésorerie. Et donc, l'outil productif, le capital productif, le capital humain a été
plutôt bien préservé pendant la crise, et de ce fait, ça permet de pouvoir enclencher une reprise sur des bases un peu moins difficiles. Et j'ajouterais en fait en 2021 et les années au-delà, l'effet positif attendu du plan France Relance. Là, on n'est plus dans les mesures d'urgence, on est dans les vraies mesures de relance, pour le coup. Donc il y a d'investissement. Donc il y a une combinaison de ces deux types de mesures de soutien. Thibault, l'analyse économique, c'est beaucoup des chiffres, mais bon, c'est pas ce qu'il y a de plus concret, les chiffres, même si ça permet de se comparer. Ce qui est toujours important, l'économie, c'est aussi du concret, c'est du chiffre d'affaires, c'est du résultat pour les entreprises. Est-ce que vous sentez ces bonnes nouvelles d'ores et déjà, au sens où le rebond en France, il y a l'effet mécanique, mais encore une fois, pas uniquement. Est-ce que vous sentez ce vent positif qui soufflerait dans les voiles des entreprises françaises, puisque l'essentiel du PIB, c'est encore les entreprises, même si la sphère publique est importante chez nous. Oui, alors en fait, l'analyse, elle est, et d'autres l'ont dit avant moi, c'est très micro-sectoriel en fait. C'est-à-dire c'est secteur par secteur, entreprise par entreprise, qu'on juge un peu de la santé en fait des entreprises. Nous, chez Croissance Plus, on a tous les secteurs. On a des industries, on a des gens qui sont dans la tech, l'informatique, l'événementiel et la restauration. Donc vous voyez, on a un peu tous les cas de figure. Donc ceux-là, ces derniers sont quand même très très pénalisés, réfléchissent d'ailleurs à des choses très intéressantes d'un point de vue opérationnel. Comment est-ce qu'on peut réouvrir, par exemple, une société dans l'événementiel. Upscotch a fait récemment une annonce de presse avec une société qui s'appelle Socotec, un spécialiste justement de la compliance, des mesures de sécurité, etc. Donc chacun en fait utilise sa créativité, son énergie pour essayer de repartir. Et le cas échéant, d'ailleurs, ce que vous réinventez un peu son modèle, quoi, Exactement. Donc nous, par exemple, très concrètement, on s'est posé la question. On a un grand événement tous les ans, le Spring Campus, avec 300 entrepreneurs, d'habitude fin mars ou début avril. L'an dernier, il n'a pas eu lieu. Cette année, on l'avait pris en avril, on l'a reporté. Et là, on est en train de tenir la date du 8 au 10 juillet. Et Upscotch, qui nous aide, va effectivement nous accompagner avec... donc des choses très, très concrètes. 8-10 juillet, normalement, ça passe. Ça passe. C'est avec peut-être un pass sanitaire aussi, mais compte tenu du fait que c'est un événement de plus d'une personne. Par certains, Donc voilà. Et après, il y a beaucoup d'entreprises qui vont très bien, franchement. Là, j'étais récemment avec un chef d'entreprise qui est dans la partie supervision IT, infrastructure cloud. Bien évidemment, eux, c'est vraiment une des grosses croissances. Ils font 50% de croissance. Et puis, entre les deux, on a des gens qui sont dans l'industrie, qui ont comme client Airbus, etc. C'est pas la cata non plus. Il y a des baisses de 10% de chiffre d'affaires. Donc, on voit un petit peu tous ces cas de figure. Alors, je rejoins ce que disait Madame sur effectivement ce qui a protégé l'économie. C'est-à-dire qu'en fait, on a évité qu'il y ait un chômage massif en gardant les gens en chômage partiel. On a préservé le pouvoir d'achat des entreprises, des ménages, pardon. Et on a fait en sorte qu'il y ait peu de faillites. On a tous été très surpris. Je me rappelle, il y a un an, les oracles... D'ailleurs, on va parler de l'emploi. On disait, de toute façon, c'est 1 million de chômeurs en plus, ça va être des faillites en cascade. Des amis économistes qui disaient ça, et je les croyais complètement. Donc ça a été préservé. Maintenant, le vrai sujet, en fait, et on en parlera peut-être un peu plus, c'est le sujet des fonds propres. Donc, on sort de la crise avec un état des lieux qui est ce qu'il est pour les différentes entreprises en fonction de leur secteur, mais tout en fait... Une dette privée, une dette des entreprises qui est aussi, comme l'État a augmenté. Et donc la dette, c'est quelque chose qui est en fait, si vous voulez, l'impact de la croissance des prochaines années. Plus on a d'argent à rembourser, moins on aura d'argent à investir de manière évidente dans des nouveaux programmes de R&D, des nouveaux produits, etc. Et donc ce sujet des fonds propres, c'est un sujet que nous, on prend à bras-le-corps. On a d'ailleurs fait des choses avec Rexecode. On a écrit des papiers sur une proposition qui serait des actions de croissance. L'idée, c'est d'essayer de faire en sorte que les fonds propres soient mobilisés plutôt à hauteur de 100 milliards plutôt que des 11 milliards de prêts participatifs qui sont déjà très bien, qui sont des quasi-fonds propres, mais proposons un mécanisme de ce qu'on appelle des actions de croissance avec un capital garanti qui aurait vocation à drainer en fait du capital dans les PME et ETI françaises. Donc on pourra développer un peu plus si vous le souhaitez ou avec Madame, mais c'est une proposition qui est sur la table. On a fait déjà des publications dans des journaux. On a parlé la semaine dernière avec l'Élysée et Matignon de ces propositions, mais on pense que l'enjeu de la relance, c'est l'enjeu des fonds propres, vraiment. Voilà. Et sans ça, on aura une faiblesse, espèce de on sera passé d'un stade un peu sous morphine à un stade un peu essoufflé, on a du mal à avancer. Oui, on va tâcher de trouver le moyen d'y revenir dans le débat qui vient. Alors c'est pas la même chose, sauf que tout ça se relie évidemment, puisqu'on va parler des impôts, mais du coup ce sera l'occasion de parler du sujet des fonds propres en parallèle, tout de suite dans le débat.